Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous parlons des soins palliatifs, nous parlons de l'accompagnement en fin de vie et bien sûr, pour nous en parler, des professionnels. Nous avons avec nous ce soir le docteur Valérie Lombion, médecin à l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet un peu tabou, j'ai envie de dire, hein, mais on a du beau monde pour nous en parler. Juste à côté de vous, nous avons Béatrix Barthebin, assistante sociale à l'équipe mobile de soins palliatifs au centre hospitalier de Basse-Terre. Bonsoir Béatrix. Bonsoir Brigitte. Merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir fait ce long trajet pour venir ce soir ici dans le studio de Canal 10. Nous disons bonsoir à Patricia Clarette, présidente de l'association ASP, bénévole en soins palliatifs. Bonsoir Patricia. Bonsoir. À côté de vous, Erika Sénoage. Erika qui est ingénieure sociale. Bonsoir Erika. Bonsoir Brigitte. D'ailleurs, j'ai envie de commencer avec Erika en lui posant la question suivante. Qu'est-ce qu'un ingénieur social ? Alors, s'il fallait le dire très simplement, en toute modestie, je dirais que l'ingénieur social, c'est une curieuse, un ou une curieuse, qui s'intéresse aux sujets de société, phénomènes de société, et qui est là pour aider à comprendre et à réfléchir, à analyser un certain nombre de situations, et dans la mesure du possible, apporter une aide à la décision. Donc ça se décline dans différents domaines, dans différentes organisations, mais toujours pour accompagner, aider à améliorer une situation donnée. Ce soir, nous parlons de soins palliatifs, nous parlons d'accompagnement en fin de vie. Je le disais à l'instant, hein, un sujet encore très tabou chez nous. Alors, on ne parle même pas du soin palliatif en tant que tel, c'est-à-dire que c'est tellement tabou et les représentations sont tellement fortes qu'il est encore aujourd'hui difficile de parler de la souffrance, de la douleur et effectivement de la fin de vie. Mais je pense que les professionnels, les personnes qui sont là ce soir peuvent très bien en témoigner, présenter les fonctions de chacune et pour montrer qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font sur le territoire pour accompagner les familles, la personne malade, mais aussi les familles vis-à-vis de la fin de vie. Tel est l'objectif de l'émission de ce soir. Et je vais tout de suite me retourner vers le docteur Valérie Lombion. Je rappelle, un médecin à l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Docteur, expliquez-nous déjà ce qu'on entend par soins palliatifs. Alors, c'est une très bonne question. Lorsque vous avez une maladie qui est grave, une maladie qui est évolutive, une maladie dont on ne connaît pas l'issue, donc qui est potentiellement mortelle, une maladie incurable, toutes ces maladies, en fait, sont des maladies palliatives. Donc, par exemple, quand vous avez une personne qui a une insuffisance rénale et qu'on la met en dialyse, eh bien, cette personne est en soins palliatifs puisque son rein ne fonctionne plus. Donc, on utilise un outil pour pallier à cette fonction. Quand vous avez un insuffisant cardiaque, ou un insuffisant respiratoire qui a besoin d'oxygène au quotidien, vous êtes en soins palliatifs. Quand vous avez une personne qui est atteinte d'un cancer et que ce cancer est en récidive, vous êtes en soins palliatifs. Donc, vous voyez déjà que le panel est extrêmement large. Et pour ces personnes, les professionnels de santé et d'autres acteurs sociaux vont mettre en place des soins actifs
pour les accompagner afin de prendre en charge tous les symptômes inconfortables qu'ils pourraient rencontrer et qui pourraient altérer leur qualité de vie et qui pourraient réduire leur durée de vie. Donc, on est à la fois dans un accompagnement, c'est vrai, médical, paramédical, mais aussi un accompagnement social, psychologique, voire spirituel. On associe souvent soins palliatifs, systématiquement, soins palliatifs et fin de vie. Est-ce que là il y a amalgame ou est-ce qu'on a raison d'associer les deux? Alors, très grand amalgame, en effet, puisque, en effet, la fin de vie fait partie des soins palliatifs. Il faut savoir que la mort est un acte, on va dire, naturel, puisque j'aime bien à dire que s'il y a bien quelque chose où je suis sûre pour nous tous, c'est que nous mourrons tous un jour. Donc, la mort, c'est quelque chose de totalement naturel. Et en fait, à un moment de la vie, malgré tous les soins qu'on peut amener, les organes défaillent et donc, comme un engrenage, on a une mise en échec du système et cela peut prendre 1 heure, 1 jour, quelques semaines, mais on va finir par en mourir. Donc ça, c'est la fin de vie. Les soins palliatifs englobent un champ beaucoup plus large. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Je vous ai donné avant tout des exemples de la vie courante. Regardez les patients qui sont en dialyse, restent en dialyse des décennies et des décennies. Les patients qui sont insuffisants cardiaques, insuffisants hépatiques, vivent pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, le soin palliatif, c'est vraiment quelque chose qu'il faut compter en longueur. D'accord, et qui est vraiment axé sur le patient et sur sa qualité de vie. Alors docteur, actuellement, on parle souvent, on parle de plus en plus de soins palliatifs et pourtant paradoxalement, peu de personnes sont au courant. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis plus que d'accord. Ah d'accord. Notamment, alors je vais rester dans la Guadeloupe. Je parle sous le contrôle de Madame Sénoage. Il faut savoir qu'en 2016, on a actualisé la loi Leonetti-Claes, qui ouvre vraiment le champ du possible au patient. Le patient devient vraiment l'acteur de sa prise en charge. Il peut décider ce que finalement les soignants peuvent faire pour lui. Soit être proactif, soit limiter les soins. Et pour cela, pour lui donner une force, on a mis en place des écrits, comme par exemple les directives anticipées. Eh bien, dans notre culture antillaise, vous savez bien que parler de choses négatives, c'est guillonner. Donc, les patients préfèrent ne pas évoquer un pronostic, donc un avenir qui pourrait ne pas être serein et donc préfèrent toujours rester dans cet espoir d'une amélioration de leur état. Et voilà pourquoi on a parfois du mal à aborder ce sujet. Et je parle des patients, mais mes collègues ne sont pas en reste, puisqu'il est vraiment très difficile pour mes collègues d'associer le soin palliatif aux soins actifs. Pour eux, soins palliatifs, ça n'est que soins de confort, c'est-à-dire finalement, on arrête les soins curatifs, donc les soins qui peuvent améliorer le patient, et on ne fait finalement que le strict minimum. Et on est vraiment très loin de ça. Je voudrais tout à l'heure revenir avec vous sur les doigts du patient. Les doigts du patient en soins palliatifs, les doigts du patient en fin de vie. Je voudrais aussi tout à l'heure qu'on parle des 2 lois, la nouvelle, qu'on mette l'accent dessus, qu'on explique aux téléspectateurs. Mais juste avant, je vais me diriger vers Béatrix Barthebin, assistante sociale de l'équipe mobile de soins palliatifs au centre hospitalier de Basse-Terre. La maladie grave
est une annonce souvent qui bouleverse tout le monde, pas seulement le patient, mais aussi la famille, les proches. Est-ce qu'il y a actuellement des dispositifs pour... On a parlé tout à l'heure en gros, hein, mais qu'est-ce qu'on a comme dispositif pour accompagner les proches, les parents, la famille? Alors, concernant la famille, donc, comme elle l'a dit, le docteur Million, les soins palliatifs sont une prise en charge globale du patient et de sa famille par les équipes. Alors, au sein de ces équipes, il y a évidemment le médecin, les psychologues, l'assistante sociale. Donc, ces professionnels accompagnent les patients dans le cheminement, dans la maladie grave du patient. Donc, les dispositifs dont vous parlez, c'est souvent, les dispositifs existent parce que la maladie grave implique la perte d'autonomie, implique l'arrêt du travail de la personne malade. Alors, les dispositifs permettent à ces personnes par exemple, pour les personnes qui doivent retourner à leur domicile et qui sont en incapacité de vaquer à leurs occupations, il existe des aides qui leur permettent de rester au domicile, voilà, et de vivre cette maladie à la maison. Quelles sont les différentes démarches qu'il y a à faire administrativement quand on en est à ce stade de soins palliatifs ou encore de fin de vie? Alors, les soins palliatifs, quand la personne elle est accompagnée dans le cadre des soins palliatifs, l'essentiel, c'est que ses droits à l'assurance maladie soient ouverts pour qu'elle puisse accéder à ces soins. Donc, ça, c'est l'essentiel. Et tout au long de la maladie, elle aura en fonction de sa situation, de l'évolution de la maladie, elle aura à faire les démarches en fonction de l'évolution. Voilà, je dirais. Donc, pour une personne qui travaille vis-à-vis de son employeur, évidemment, c'est avertir son employeur à travers l'arrêt de maladie. Et ce sera en fait fonction de l'évolution. Chaque démarche, ce sera fonction de l'évolution de sa pathologie. Voilà. Et aussi, les soins palliatifs concernent aussi bien les personnes âgées, enfin, c'est toute la population. Alors, ce qu'on propose, les démarches proposées sont fonction du statut de la personne, si elle est en activité, ou encore si c'est une personne âgée, ou si c'est un enfant, cela concerne sa scolarité. Donc c'est vraiment multiple. On va revenir tout à l'heure, Madame Barthebin, sur le congé spécial. J'ai lu qu'il y avait un congé spécial pour les aidants. Tout à fait. Vous allez nous expliquer. Et puis, les familles en situation de précarité, est-ce qu'elles sont aidées autrement? Est-ce que là, l'assistante sociale a un rôle particulier à jouer? On va revenir dessus tout à l'heure. Mais pour le moment, j'aimerais que Patricia Clarette, qui est la présidente de l'association ASP, bénévole en soins palliatifs, j'aimerais vous demander de nous présenter l'association ASP. Ok, c'est une association qui œuvre pour le développement des soins palliatifs. Alors, la nôtre a pour sigle ASP de la Bastéa. Accompagnement en soins palliatifs. Cette ASP de la Bastéa avait été créée en 2004 par le docteur Hardy de Bastéa, d'où de la Bastéa. Maintenant, il faut savoir que depuis 1984, il y a des ASP en France. Nous ne sommes pas la seule ASP. Il y en a plus de 70, qui sont d'ailleurs regroupés sous l'UNASP, l'Union nationale de toutes les ASP. Donc, le développement des soins palliatifs, de la démarche palliative et l'accompagnement des malades en institution ou à domicile. Qu'est-ce qui a motivé cette création d'association? Je pense que les besoins.
déjà les besoins. Le docteur Hardy qui a créé c'est un médecin en soins palliatifs, donc profonde motivation de sa part et un besoin pour la Guadeloupe. Et c'était surtout sur la Basse-Terre parce qu'elle est toujours d'ailleurs au CHBT. Alors vous parlez d'accompagner, Oui. en quoi faisant? Alors, les bénévoles ne viennent pas du milieu médical. Donc, je vais dire, ce sont des collaborateurs, des petits collaborateurs. On vient de la société civile. Moi, j'étais une prof retraitée aujourd'hui. Donc, chacun vient de son horizon. Déjà, pour être bénévole, pour être recruté, ce bénévole a été sélectionné. La sélection se joue sur les motivations profondes du bénévole, du futur bénévole. Donc recruté ou pas, il y a 2 entretiens. Un entretien avec moi ou bien avec une bénévole confirmée. Et deuxième entretien avec un psychologue. En général, psychologue de l'équipe mobile, douleurs, soins palliatifs ou bien psychologue de l'hôpital en question. Alors, est retenu à l'issue de ces deux entretiens, le bénévole aura droit à une formation initiale obligatoire. Très bien. Obligatoire. Parce qu'il est évident qu'accompagner en soins palliatifs, c'est pas le même bénévole qui est dans une association de carnaval. Bon, j'ai rien contre le carnaval. Non, c'est un exemple. Mais c'est un exemple, une comparaison. Donc, ces motivations profondes, on les a entendues. Ça peut faire l'affaire. Et puis, il y a autre chose. Donc, formation entre 3-4 jours. Nous avons donc, c'est la SFAP à laquelle nous appartenons, la Société française d'accompagnement aux soins palliatifs, qui nous donne tous les thèmes à aborder. Et moi, en tant que présidente, donc, je suis assez rigoureuse et je suis à la lettre. Donc, tous les champs, tous les thèmes à faire, à voir pendant cette formation. Alors, il y a cette formation, donc, qui est basée énormément sur les soins palliatifs, etc., ce sont donc des médecins, des psychologues, philosophes, moi aussi qui interviennent dans ces thèmes. Après cette formation, donc, le bénévole va commencer ses accompagnements. Alors, déjà avec une autre personne. Accompagnement, ça sera surtout d'abord une présence, mais une présence attentive, très attentive. La règle, si nous sommes bénévoles en soins palliatifs, je pense qu'il faut avoir quand même un sens humaniste. C'est l'humanisme qui nous pousse. Donc, je vous trouve très modeste en disant. Il vaut mieux être modeste que trop. Non, parce qu'on parle quand même, on parle de soins palliatifs, on parle d'accompagner des personnes en fin de vie. Il faut que ce bénévole lui-même soit suffisamment, humain, mais fort. Alors, je ne vais pas dire fort, parce que fort, je suis désolée, on est tous faits de chair, de la même chose. Je parlais du mental. Oui, alors il faut être bien dans sa peau, dans ses baskets et dans sa tête. Dans sa tête. Il est évident que un bénévole va arriver bien, solide, selon tout ce qu'il va traverser comme événement. Maladie, par exemple, de ses parents, de sa mère ou de proches, accompagner lui sera très difficile parce que ça va le renvoyer à sa douleur personnelle. Il y a des conditions où c'est pas évident d'accompagner. Ou même, la personne peut très bien au début accompagner, mais justement, après avoir accompagné 1, 2, 3 personnes et vécu ces moments difficiles, ça peut aussi... Et c'est là que notre groupe de parole, parce qu'on a un groupe de parole 1 fois par mois, avec un thérapeute, psychologue, ce que vous voulez, psychanalyste, selon ses compétences,
ce groupe de parole est déjà l'occasion de se retrouver entre bénévoles une fois par mois et de déposer tous ces fardeaux qu'on a essayé de gérer au mieux, qu'on a réussi à gérer selon nous, ou pas réussi. C'est le moment de déposer tout ça. Et avec l'aide du thérapeute, plus tous les autres, parce que tout le monde ensemble, on va donner son avis, on va essayer. Mais vous savez, on passe des super moments. Hein. Bon, je passe des super moments où on rit. Attendez, des fois, des rigolades, surtout en Guadeloupe, les gens disent les choses avec une façon. Quand une dame, la semaine dernière, m'a dit « Yo roté toutes intestins en moins, yo déposé ça à terre, yo coupé, yo collé ». Non, mais j'étais mort de rire. Et elle aussi oui, la façon de le dire. On passe des moments merveilleux. Dieu merci. Ouais. Et puis, docteur, c'est très important ce travail que font les bénévoles. Je dirais qu'il est fondamental, puisque on a tendance à sectoriser les humains. Or, il y a un trépied, nous sommes corps, nous sommes âme, nous sommes esprit. Alors bien sûr, je laisserai la place aux ecclésiastes et aux autres objecteurs de conscience pour l'âme, mais c'est important de ne pas considérer la personne malade comme simplement un organe défaillant. C'est un être humain. Et pour renforcer ce que Mme Claret disait, travailler avec les personnes en soins palliatifs, travailler en unité de soins palliatifs vous oblige à une certaine humilité. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de force, c'est une question d'acceptation et de saveur de la vie telle qu'elle est. On apprend à juste regarder les choses différemment, avec un regard vrai, dépouillé des fioritures de la vie de tous les jours. Et je crois que pour pouvoir durer en soins palliatifs, il faut soi-même évoluer. Il faut pouvoir se dire et se rendre compte que la vie, elle demande très peu pour être belle et que finalement, ce qu'elle était avant, c'était peut-être quelque chose de bien, mais ce qu'elle est maintenant, avec la maladie, c'est peut-être quelque chose de mieux parce que ça nous invite à grandir. D'ailleurs, excusez-moi, oui, je voulais simplement dire, c'est une perpétuelle remise en question. Je parle pour moi. Hein. Et puis, on remet les choses à leur valeur. Hein. Moi, bonne santé, enfin, j'espère, peut-être que je l'ignore aujourd'hui, mais quand je suis à côté de personnes malades, je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre. Si j'ai eu, je sais pas, un coup de caillou, enfin n'importe quoi, j'ai pas le droit. Et je vais rajouter au docteur Lampion, on est des petits collaborateurs, oui, des petits. Ben déjà, quand on arrive dans le service, on ne va pas n'importe où comme ça. On commence par aller auprès des infirmières ou de médecins. La première que l'on croise, qui va nous indiquer qui voir, dans quelle chambre. Et à ce moment-là, on y va. Mais le temps passe vite. Lundi dernier, j'ai passé 1h30 avec une dame. Une dame qui ne me regardait pas. Qui avait un problème de dialyse qu'elle ne voulait pas faire en fait. Bref, finalement, peut-être 10 minutes après, elle a pu me regarder, ensuite, etc., jusqu'à 1h30. On passe des moments excellents. On va marquer une courte pause et on va revenir juste après, puisque j'aimerais vraiment, avec Erika Sénoage, ingénieure sociale, j'aimerais vraiment qu'on puisse un petit peu parler d'avant et d'aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait une façon de faire. Aujourd'hui, on n'a plus cette façon de faire. Et est-ce que peut-être tout ça ne joue pas un rôle dans ce sentiment maintenant que nous avons face aux soins palliatifs et à cette notion de fin de vie?
Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, eh bien ce soir, nous parlons des soins palliatifs, nous parlons de l'accompagnement en fin de vie. Et nous avons avec nous Valérie Lombion, médecin à l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Nous avons Béatrix Barthebin, qui est assistante sociale à l'équipe mobile de soins palliatifs au CHBT. Patricia Clarette, qui est la présidente de l'association ASP bénévole en soins palliatifs, et Erika Sénoage, qui est ingénieure sociale. Alors Erika, c'est vrai qu'avant, c'est peut-être une impression, mais avant on parlait plus librement de cette partie de fin de vie. On a nos grands-parents défunts, pour moi mon grand-père défunt, qui parlait librement avec ses enfants du jour où il va partir, de qu'est-ce qu'il faut faire, de comment. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus. On n'a plus cet échange. Est-ce que ça ne rend pas plus difficile ce moment fin de vie et même le moment de deuil ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça le rend plus difficile, puisqu'on... Ça reste un moment difficile de toute manière. Voilà, de toutes les manières, mais c'est vrai que l'approche n'est pas la même, et cet accompagnement dont nous parlons aujourd'hui, avec la place de la science et de la médecine, va modifier un petit peu la prise en compte de la fin de vie et du deuil, puisqu'après la fin de vie, il y a cette phase de deuil. Alors, c'est vrai que nos parents, nos grands-parents et plus loin pour les plus jeunes, vivaient avec ce principe de différents temps. Il y avait un temps pour chaque période, donc le temps d'être fille de, femme de, et puis veuve de. Donc on était construit avec ce cheminement. On savait qu'à un moment, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne sait pas que ça va arriver, mais quelque part c'est passé sous silence et on chemine sans. Et quand on s'y retrouve confronté de toutes les manières que nous connaissons aujourd'hui, puisque maintenant nous avons à plus grande échelle tous les décès prématurés, toutes les maladies qui se révèlent aujourd'hui à tous les âges, puisqu'il y a encore quelques années, certaines maladies étaient réservées aux personnes d'un certain âge, alors qu'aujourd'hui, dès 30 ans, on peut avoir des pathologies comme ça, et parfois même plus jeunes. Donc, forcément, le cheminement, il n'est pas fait. Et quand on en arrive à cette question d'accompagnement de fin de vie, on est encore moins prêt. On touche à des tabous, on touche à des représentations. Ça nécessite que ce soit le patient ou la famille se projette sur l'après. Ce qui est relativement compliqué aujourd'hui de se dire ce dont le docteur Lombion parlait tout à l'heure, donc cette loi Leonetti-Claes qui permet de choisir. Donc il y a choisir ce qui se passe là dans la fin de vie, mais il y a aussi l'après. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants, qu'est-ce qui va se passer pour mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce qui va se passer pour la maison et ainsi de suite. Donc tout cela reste encore très, très, très tabou. On est quand même d'accord que l'accompagnement ne doit pas être seulement médical, paramédical, mais qu'elle doit être aussi sociale. Si je puis dire comme ça, c'est un combo. C'est un combo. Ça ne peut pas être que médical. Le médical, sans tout le reste, finalement, ne peut pas grand-chose. Je parle sous couvert. Et vice-versa. Ça ne suffira pas. Il y a cette nécessité des bénévoles, des autres professionnels, mais de l'environnement. Et quelque part, ça explique aussi le cheminement qu'on est en train de faire aujourd'hui pour laisser la place à cet environnement. Quand je parle de l'environnement, je ne parle pas seulement des parents, mais c'est au sens large. Et s'il faut que la personne, le patient retourne chez lui, alors on va privilégier le retour à la maison, mais l'idée c'est qu'il se sente le plus serein possible, le plus apaisé possible dans cette situation qu'il est en train de vivre et qu'il ne maîtrise pas. C'est une situation qu'il ne maîtrise pas. On pourra lui donner tous les médicaments qui existent sur cette planète. S'il n'est pas
suffisamment apaisé, serein, rassuré sur ce qu'il est en train de vivre et la suite, ça fonctionnera encore moins bien. Vous avez réfléchi sur d'éventuels relais qu'on pourrait développer en Guadeloupe? Les relais existent, simplement le plus grand nombre ne peut pas encore en profiter. Parce que effectivement, il y a le temps de l'annonce du diagnostic, le temps d'acceptation de ce diagnostic, le temps d'acceptation du traitement. Je suis sûre que Mme Bartebin peut le dire, c'est quand on va voir les familles, elles ne sont pas prêtes encore. Elles n'acceptent pas spontanément les dispositifs dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais pour elles, c'est, mon Dieu, le guillon. Ne mettez pas le guillon sur ma famille, on n'en est pas là, ça va aller. Mais il existe plein de choses, sachant que là on parle de ce qui est formel, mais il y a aussi tout ce qui est informel, donc la place des uns et des autres. C'est le moment où on a besoin d'être ensemble. Alors que souvent, on va retrouver un certain nombre de personnes isolées, parce que la maladie fait peur. On ne sait pas comment réagir, on ne sait pas ce qui va se passer. On a un petit doute quelque part, mais voilà, tous ces éléments contribuent à cette prise en charge. Et je me dis que si on arrivait déjà à faire connaître, donc quelque part c'est ce qui se passe là à travers ces journées qui sont organisées par le CLUD et les équipes du docteur Lambion et du docteur Gène. On va en parler en fin d'émission. Voilà, mais de diffuser largement sur cette vie, puisque c'est une vie, hein. On parle de la fin de vie, mais ça fait partie de la vie. De la vie. Et de ce qui est possible, de ce que chacun peut apporter à l'autre, avec ce qu'il est. Madame Bartebin, on a parlé tout à l'heure d'accompagnement, on a parlé d'aide. Moi, j'ai lu qu'il existait un congé spécial pour les aidants. Effectivement, Brigitte. Alors, ce congé s'appelle un congé de solidarité familiale. Alors, ce congé spécifique à l'accompagnement des personnes en fin de vie permet à un proche d'accompagner son parent malade en toute fin de vie. Voilà. Alors, pour ce congé, pour obtenir ce congé, pour les qui est accordé aux personnes qui travaillent, aux fonctionnaires. Donc, pour avoir ce congé, il faut que le salarié ou encore le fonctionnaire en fasse la demande à son employeur. Il y a une procédure, évidemment, pour cela. Donc, ce salarié doit réaliser un courrier à son employeur et en faire la demande et évidemment présenter à son employeur un certificat médical disant que son parent proche est en fin de vie ou encore que son pronostic vital est engagé, et faire parvenir ce courrier avec un certain nombre, j'ai parlé tout à l'heure des certificats médicaux, mais dire aussi la durée qu'il compte prendre durant ce congé pour accompagner son parent, et aussi spécifier la date de fin de ce congé. Voilà. Qui dure un certain temps. Qui dure en principe 3 mois, mais qui peut être réglementé par les accords de branche c'est tout à fait nouveau, mais qui dure au maximum 3 mois, renouvelable une fois. Très bien. Voilà. Très très bien. Les familles, Madame Bartebin, les familles en situation de précarité, ont-elles la possibilité d'être accompagnées, j'ai envie de dire, différemment? Et si oui, est-ce que là, l'assistance sociale joue un rôle particulier? Évidemment que nous jouerons un rôle particulier parce que les personnes en précarité, quand elles ont une maladie grave, c'est quelquefois très souvent une double peine parce qu'elles sont
davantage en difficulté. Et ces personnes méritent une attention particulière. Voilà, donc ce serait les orienter vers des organismes qui, un exemple précis, pour les personnes qui bénéficient de minima sociaux, qui, pour subvenir à des besoins supplémentaires, faisaient des jobs, ça existe dans notre pays, quand ils sont atteints, ne peuvent plus faire ces jobs pour avoir un plus. Donc, il m'arrive quelquefois de les orienter vers des partenaires tels l'épicerie sociale qui leur permet quand même d'avoir des denrées alimentaires à prix raisonnable, mais vraiment raisonnable. Ou encore de les orienter vers quand ils ne sont pas en mesure d'honorer certaines factures, je peux faire appel à des associations telles la Ligue nationale contre le cancer pour les personnes qui sont atteintes d'une pathologie cancéreuse. Donc je demande à la Ligue d'aider financièrement quand il y a une facture qui ne peut pas être payée, ou encore je peux faire appel aux associations d'aide à domicile pour, par exemple, les mamans qui sont seules à élever leurs enfants et qui, en raison de la maladie, ont des incapacités, sont affaiblies par la maladie. Donc je peux demander aux associations d'intervenir pour soutenir ces parents ou les mamans dans leur rôle de père ou encore de mère plutôt, pas de père, ou simplement quelquefois je demande à la famille de se mobiliser, voilà, de se mobiliser. On parle souvent de, je ne dirais pas de coup de main, mais voilà, d'être aux côtés, voilà, de faire appel à une sœur, à une mère, ou voilà, pour pouvoir accompagner le malade auprès de sa famille. Au moment de l'annonce, quand on s'apprête à annoncer à un patient qu'il a une maladie grave, là aussi, vous, docteur, vous avez besoin de toute l'équipe, à la fois de l'assistante sociale, de l'infirmière, des infirmiers, des bénévoles. Vous avez besoin de tout le monde à ce moment-là ou après ce moment-là. Alors, on va plutôt dire après, parce que la consultation d'annonce, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc, à la fois pour le patient et la famille. Alors, déjà pour le patient, parce que vraiment, le pivot de la prise en charge, c'est le patient. Souvent, on a tendance à voir la famille qui prend le relais et demande même à ce qu'on n'informe pas la personne concernée de son état de santé. On a le droit de faire ça. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit. D'accord. Justement, la loi le dit bien, la personne malade est en droit de savoir ce qu'elle a. Très bien. Sauf si elle précise qu'elle ne le veut pas. Et, par contre, l'inverse, c'est faisable. Le patient peut décider qu'il n'a pas envie d'informer sa famille. Très bien. On doit s'y tenir. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a l'art et la manière. Donc, dans la consultation d'annonce, ce qui est important, c'est d'avoir une information, comme on dit, claire, adaptée. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de tout annoncer du premier coup. Cela peut se faire en fractionnant. Il existe des synonymes. Donc, généralement, le médecin, idéalement, n'est pas seul. Il est accompagné d'une infirmière qui est formée à l'annonce, parce que lorsque le médecin va asséner quelques vérités difficiles à entendre, il faut savoir que généralement, le patient, il a un blocage au moment où le mot tombe. Voilà, par exemple, on dit vous avez un cancer, ben, tout ce qui est après le mot cancer, c'est un peu difficile. On n'entend presque plus. On n'entend plus. Donc, l'avantage d'être en binôme, c'est la reformulation. Donc, après, il faut que le patient intègre l'information et dans un second temps, parce qu'il ne faut jamais laisser un patient juste avec son information, il faut toujours ouvrir la porte pour lui dire qu'il y a des choses qu'on va mettre en place. Oui, il s'apprête à
subir une épreuve, mais on est là avec lui pour l'accompagner, pour cheminer avec lui. Et là, justement, lui proposer, en fait, enfin, l'informer sur les différents partenaires médicaux, paramédicaux, sociaux, tout, pour pouvoir l'accompagner. Donc ça, c'est important de préciser ça à la fin. Et transition toute faite, hein, je voulais qu'on parle des doigts des patients. Donc je pense qu'on peut le faire maintenant. Alors, il y a 3 éléments qui me semblent être fondamentaux. Le premier élément, c'est que c'est le patient qui est au centre de la prise en charge. Donc il y a ce qu'on appelle le principe d'autonomie. En gros, pour faire simple, c'est le patient qui a les cartes et qui est maître du jeu. Il y a une collaboration entre le médecin et le patient. Le médecin apporte la science et le patient, il a la connaissance de lui-même. Donc, c'est important qu'il soit un acteur de premier ordre sur sa prise en charge. Donc, ça, c'est la première chose. En gros, pour reformuler, le patient, il doit avoir son mot sur les traitements, sur la prise en charge, sur ce qu'on va lui proposer. Deuxième élément indispensable, c'est que le patient a le droit, pas le devoir, hein, le droit de choisir d'être accompagné par une personne qu'il sait qu'elle va pouvoir reformuler les données qui ont été amenées, qui va pouvoir transmettre ses volontés, qui va pouvoir être là à côté de lui, l'accompagner dans le cadre que le patient a déterminé. Hein, donc, ce n'est pas la porte ouverte où la personne doit tout savoir, mais dans le cadre que le patient a déterminé. En tout cas, être un soutien de premier plan, un intermédiaire avec les professionnels, d'autant plus si le patient est empêché. Cette personne, c'est la personne de confiance. Souvent, il y a l'amalgame entre la personne de confiance et la personne à prévenir. La personne de confiance, c'est vraiment quelqu'un que le patient choisit s'il veut, parce qu'il sait qu'elle va pouvoir lui être utile pour toutes les démarches, pour l'accompagner dans la prise en charge. Pour poursuivre mes voisines, prenons un exemple. La personne de confiance peut très bien être la maîtresse et pas l'épouse officielle. La personne de confiance peut être le médecin et pas un membre de la famille, ce qui est très difficilement perçu par la famille. Donc ça, c'est important. Et troisième élément, et non de moindre, c'est que si le patient est empêché, parce qu'il est confus, il est dans le coma, je ne sais pas, il ne peut plus communiquer, il peut, en amont, rédiger ses volontés sur sa prise en charge. Donc, comme je disais un peu plus en avant dans l'émission, soit il peut demander d'être proactif, c'est-à-dire si jamais je me retrouve en réanimation, faites de votre mieux, je veux que vous mettiez tout en place pour que je survive, quelles que soient les conséquences. Il peut, à l'inverse, dire si mon état fonctionnel se dégrade et que je suis, je ne sais pas moi, tétraplégique, je veux que si mon état se dégrade, que vous limitiez les soins, que vous ne me réanimiez pas. Et je voulais justement qu'on souligne les 2 lois très importantes qui ont été votées il y a quelque temps. Tout le monde en parle et je voulais vous demander si on pouvait mettre l'accent dessus. Mais justement, ce que je suis en train de définir, c'est la loi Léonetti-Claes. D'accord ? Et ce dont je parlais, ce sont les directives anticipées. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'être en soins palliatifs pour les rédiger. On peut être en très bonne santé et puis déjà éditer ces lois, ces volontés, ces directives, si jamais on n'est pas dans la capacité de les formuler. Alors vous savez que nous avons des questions de nos téléspectateurs et on a une question pour Patricia Clarette. Alors c'est Georges Dugosier qui demande si nous avons des documents à faire, si nous avons des questions par rapport à un parent en soins palliatifs. Est-ce que nous pouvons nous rapprocher de l'association? Si oui, comment faire? Eh bien, je peux donner mon numéro de téléphone.
On de y va. portable de suite. On y va. Donc, puisque l'association, en fait, on n'a pas de local. Hein. D'accord. Logiquement, le CHBT devrait nous mettre une petite pièce, mais bon, c'est pas ça. Alors, c'est chez moi avec mon numéro de portable, qui est le 06 90 34 17 27. Je pourrais le répéter après, en fin d'émission aussi. On arrive Il n'y a pratiquement à la fin. aucun souci. C'est avec plaisir que je discuterai avec Georges. Très bien. On a Cathy qui demande quelles sont les structures en Guadeloupe qui font les soins palliatifs. En fait, Ouais, le centre médico-social est le seul à avoir une unité de soins palliatifs. Et le nous CHU allons. Ouais. Ouais. le CHBT, ce sont des équipes mobiles qui interviennent à travers l'hôpital, dans tous les services de l'hôpital. Madame Sénouage, actuellement avec la crise sanitaire, les choses ont beaucoup changé dans nos rituels, nos habitudes, surtout en fin de vie où j'ai envie de dire pendant et après la mort. Ça aussi, ça peut empêcher de faire son deuil correctement. Alors c'est plus que ça peut, Brigitte. Ça empêche. On peut craindre quand même les conséquences de la situation actuelle, puisqu'il n'y a pas ce temps. Il n'y a pas ce temps d'accompagnement vers la fin et il n'y a pas ce temps de deuil. Enfin, dans l'étape, il y a des étapes qui sont un petit peu mises de côté. Donc on peut craindre. Qui sont des étapes pourtant très importantes. Très importantes, oui. Le temps d'adieu, le temps. Alors, il y a deux choses. Il y a ce temps d'adieu de la personne qui s'en va, et puis il y a ce temps aussi où on se retrouve autour de la personne qui est partie. Étant donné qu'on ne peut plus officiellement se rassembler autour du défunt, forcément il y a cette étape qui n'est pas réalisée, ni d'un côté ni de l'autre, et qui va amener probablement des... Alors, j'irai pas jusqu'à dire des compensations, mais une détresse certaine. Oui. Certaine. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Je vais faire un petit tour pour le mot de la fin de chacune, puisqu'on avait un plateau féminin ce soir. Mais juste avant, docteur, j'aimerais, avec toute l'équipe mobile, douleurs, soins palliatifs, vous organisez une grande journée soins palliatifs lundi 19. Alors, quel sera le thème déjà et qu'est-ce qui va se passer durant cette journée ? Alors, crise sanitaire oblige, ça ne sera pas une journée soins palliatifs, mais bien une semaine soins palliatifs qui commence avec vous d'ailleurs aujourd'hui. Donc, tout au long de la semaine, sur les réseaux sociaux, notamment le Facebook du CHU, on va vous proposer différentes scénettes et vidéos afin de parler des soins palliatifs, de leur enjeu, de l'accompagnement du deuil et aussi des lois, parce que c'est très important de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce on peut prétendre pour améliorer la qualité de prise en charge de nos parents et de nous-mêmes si on est confronté à ça. Vous aurez aussi sur les différentes chaînes de notre île des reportages qui vont en fait en gros illustrer ce que sont que les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, aussi bien pour les patients que pour la famille et puis pour les grands oubliés qui sont les soignants. Parce que souvent, très souvent, accompagner un patient en soins palliatifs, pas tant en soins palliatifs, mais vraiment en fin de vie, peut être très compliqué pour un soignant si justement on va dire, le débriefing ne se fait pas. Très bien. Un petit mot de la fin, on fait un petit tour, un petit mot de la fin, docteur. Eh bien, moi, je dirais que les soins palliatifs sont une formidable opportunité pour non pas travailler sur la quantité,
mais sur la qualité de la vie. Et vraiment, le maître mot, c'est ensemble, on peut faire énormément de choses jusqu'au dernier souffle de vie. Très bien, vivre au mieux le temps qu'il nous reste à vivre. Un petit mot de la fin, Madame Bartheva. Alors, je dirais qu'en soins palliatifs, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont gravement malades continuent à vivre. Donc, il faut que nous soyons attentifs à tout ce qu'ils souhaitent afin qu'ils puissent vivre au mieux leur maladie. Ils sont certes malades, mais ce sont des gens qui continuent, qui ont eu une vie avant la maladie, qui sont malades, mais qui continuent à vivre. Donc il faut veiller à être à leur côté afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout de la meilleure des façons possibles. Merci, voilà. Madame Clarette. Eh bien, j'ai envie de dire, profitons de tous ces petits instants de bonheur que nous offre la vie. Et puis, s'il y a des bénévoles, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est avec plaisir qu'ils pourront me téléphoner. On rappelle rapidement le numéro. Je rappelle le numéro de téléphone 06 90 34 17 27. Et le mot de la fin plus on est nombreux, et mieux c'est. Et mieux on peut aider. Plus de travail on fera. Ouais. Le mot de la fin de Madame Sénoage. J'encourage chacun à passer le pas, puisqu'en parler permet de vivre les choses mieux, différemment, mais vraiment, je pense, mieux. Donc, n'hésitez pas à prendre part aux manifestations qui sont proposées par les équipes mobiles de soins palliatifs. Merci à vous quatre pour ce très bon moment ce soir. Merci Zébris et Jordan à la réalisation de cette émission. Merci Docteur Gène qui nous a aidés à préparer cette émission ce soir. Et nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h, pour un nouveau numéro de Santé 10.